vérité au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. L'actualité ce soir, ça y est, la CENI a proclamé les résultats provisoires des partiels du 15 août dernier. UNIR se taille la part de Lyon et conforte sa position après les élections municipales. L'extrémisme violent, sujet de préoccupation majeure, objet de sensibilisation des jeunes au Nord Togo. Quels sont les indicateurs et comment prévenir le fléau? Des questions ce soir. Pourquoi pas beaucoup de filles amoureuses des filières scientifiques au Togo? Elles sont en effet peu nombreuses. Les explications dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Il n'y a pas de grand bouleversement en effet. La CENI vient de proclamer les résultats provisoires des élections municipales partielles du 15 août dernier. UNIR conforte sa position. Les autres partis ou regroupements de partis politiques se partagent le reste des sièges. Les chiffres avec Ramdan Passina. 112 233 électeurs étaient appelés le 15 août dernier aux élections municipales partielles pour le compte de 5 communes. Wawa 1, AV2, Bassar 4, Zio 4 et Oti Sud 1. Un scrutin qui s'est bien déroulé dans l'ensemble selon le président de la CENI. Voici les résultats de la commune AV2. Nombre d'inscrits 17 569. Nombre de votants 7 237. Taux de participation 41,19. Suffrage exprimé 6 793. Nombre de sièges à pourvoir 11. Pour les candidats, les différents scores sont les suivants. Indépendant AV En Marche, suffrage obtenu 3 536, sièges obtenus 6. ANC, suffrage obtenu 858, sièges obtenus 2. Indépendant AV d'abord, suffrage exprimé 1314, sièges obtenus 2. Indépendant EDC AV, suffrage exprimé 610, siège obtenu 1. PDP, suffrage exprimé 40, siège obtenu 0. Coalition C14, suffrage obtenu 210, siège obtenu 0. UFC, suffrage obtenu 225, siège obtenu 0. Pour Zio 4, nombre d'inscrits 15 065. Nombre de votants 11 393. Taux de participation 75,63%. Suffrage exprimé 11 202. Nombre de sièges à pourvoir 11. Pour la répartition des votes obtenus, candidat UNIR, suffrage obtenu 8 283, sièges obtenus 8. ANC, suffrage obtenu 495, sièges obtenus 1. Indépendant Gapé Debout, suffrage obtenu 1045, sièges obtenus 1. UFC 1105, sièges obtenus 1. C'est 1105 pour les suffrages obtenus et sièges obtenus 1. Coalition C14, suffrage obtenu 75, sièges obtenus 0. CAR, suffrage obtenu 80, sièges obtenus 0.
Et enfin, indépendant Denigba, suffrage obtenu 119, siège obtenu 0. Résultat de vote dans la commune de Oti Sud 1. Nombre d'inscrits 37 889. Nombre de votants 24 397. Taux de participation 64,39%. Suffrage exprimé 23 507. Nombre de sièges à pourvoir 15. Liste en compétition. Unir. Suffrage obtenu 19 011. Siège obtenu 12. Quart. Suffrage obtenu 4 496. Siège obtenu 3. Résultat de vote. Commune de Bassar 4. Nombre d'inscrits 8 314. Nombre de votants 5 853. Taux de participation 70,40%. Suffrage exprimé 5 634. Nombre de sièges à pourvoir 11. Liste en compétition, une seule, unir. Suffrage obtenu 5 634. Siège obtenu 11. Résultat de vote. Commune de Wawa 1. Nombre d'inscrits 33 396. Nombre de votants 23 608. Taux de participation 70,69%. Suffrage exprimé 23 483. Nombre de sièges à pourvoir 15. Liste en compétition. Unir. Suffrage obtenu 17 136. Siège obtenu 11. Net. Suffrage obtenu 1007. Siège obtenu 1. Coalition C14. Suffrage obtenu 1075. Siège obtenu 1. Coalition rénovée KMCD. Suffrage obtenu 1515. Siège obtenu 1. ANC. Suffrage obtenu 1605. Siège obtenu 1. PDR. Suffrage obtenu 200. Siège obtenu 0. Debout Litimé. Suffrage obtenu 945. Siège obtenu 0.
Il revient à présent à la Chambre administrative de la Cour suprême de proclamer les résultats définitifs de ces élections municipales partielles du 15 août dernier. Et voici dans la foulée ce communiqué de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême du Togo rappelle aux partis politiques, groupes de partis politiques et têtes de liste des candidats indépendants en lice pour les élections municipales partielles du 15 août 2019 dans les communes de Loti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, Ave 2 et Jio 4 que, conformément aux dispositions de l'article 144 du Code électoral, il dispose de 48 heures suivant la proclamation des résultats provisoires du scrutin par la CENI pour contester la régularité des opérations électorales. Passé ce délai, ils seront forclos et leurs requêtes ne seront plus recevables, communiqué donc de la Cour suprême. Les parlementaires africains se mettent en syndicat. Le tout premier conseil fédéral de ce regroupement s'est ouvert ce matin à Lomé. Objectif à terme, l'amélioration et la finalité du travail des parlementaires. Les précisions avec Edem Sossoupo. Le personnel d'appui des parlementaires africains renforce leurs compétences à Lomé pour la qualité du travail parlementaire dans leurs pays respectifs. Réunis au sein de la Fédération des syndicats des personnels des parlementaires africains, FSPPA, ces agents issus de plusieurs administrations vont d'abord travailler pour la dynamisation de leur regroupement et ensuite se former. Un partage d'expérience s'impose pour mieux accompagner les élus du peuple. Aujourd'hui, les structures syndicales, ce sont des partenaires sociaux aux administrations. Et aujourd'hui, nous aspirons à être aussi un partenaire social important de tous les parlements africains. Nous avons hier procédé à la révision de nos textes et nous avons mis en place une stratégie de financement pour avancer, pour être autonome. Et nous nous sommes donné les outils pour pouvoir aller vers les organisations internationales pour nous appuyer et pour se faire connaître. Cette première réunion du Conseil de la FSPPA va plancher sur la place de l'administration au sein d'un Parlement. Ses collaborateurs des parlementaires reconnaissent le rôle qui leur incombe dans l'amélioration du travail des députés. Ils sont invités à régulièrement se former pour être en phase avec le souci permanent de satisfaction des citoyens. La stabilité sociale permanente au sein de l'Assemblée nationale est l'une des conditions essentielles pour améliorer substantiellement la qualité du travail parlementaire. Notre souci constant demeure la satisfaction des besoins de tous les citoyens et évidemment de nos collaborateurs que vous êtes. Le chantier de consolidation de l'état de droit en Afrique est grand. Il exige de la volonté, de la détermination de tous et de chacun, et les parlementaires africains doivent pouvoir compter sur un personnel disposé et dévoué. 6 jours de réflexion et de formation pour être à même d'orienter les députés dans l'exercice de leurs fonctions. 2 exposés vont meubler la rencontre. D'abord, l'organisation et le fonctionnement des parlements, regard comparé sur les procédures de travail parlementaire. Ensuite, l'utilité de la communication numérique, des réseaux sociaux et démocratie pour les parlements. Comment se manifeste l'extrémisme violent? Comment les jeunes peuvent aujourd'hui prévenir ce fléau des temps modernes? L'association Youth Owaki a sensibilisé les jeunes des villages frontaliers du Nord Togo sur la préoccupation. C'était vendredi. Et qu'est-ce qui a été dit précisément à propos? Eh bien, voici le compte-rendu des travaux avec Tchazim Labaka. Des jeunes des villages frontaliers du Nord Togo mobilisés à Saint-Cancé pour la prévention de l'extrémisme violent. L'initiative est à mettre à l'actif de l'association Youth Awake qui veut à travers cette séance de formation les éveiller sur leurs responsabilités dans ce processus. Le choix de Saint-Cancé pour abriter ces assises autour du thème « La prévention de l'extrémisme violent, une responsabilité collective » n'est pas un hasard. La zone de Saint-Cancé est déclarée d'abord une zone rouge. Une zone rouge parce que c'est réellement une zone qui se trouve au niveau de la frontière Togo, Burkina et même Ghana. Et donc il y a plus d'infiltration à ce niveau et nous pensions qu'en sensibilisant
la zone de séquencé, ça permettra d'éviter un peu cette influsion parce que réellement séquencé c'est une zone économique et ça veut dire que tout aussi peut rentrer par la zone là. Et donc voilà pourquoi nous avons réellement ciblé séquencé qui pour nous est un point essentiel dans la lutte contre l'extrémisme violent. Les travaux ont permis d'aborder des sujets comme l'éducation à la paix pour la prévention et la gestion des conflits, la connaissance de soi, une voie pour retisser le lien social, la jeunesse, l'immigration et la sécurité. Les jeunes sont également entretenus sur la prolifération des armes légères, l'entrepreneuriat et les secteurs porteurs, puis le montage des modèles d'affaires. C'est par le dialogue qu'on peut changer nos frères et sœurs, car la guerre ne réussit pas, plutôt elle détruit. Il est facile de détruire, mais très difficile de reconstruire. En tant que jeunes, nous sommes appelés, nous sommes des missionnaires, qu'on doit apporter notre contribution, c'est-à-dire apporter notre pierre d'une manière ou une autre à bâtir notre pays, le Togo. Le secrétaire général de la préfecture de Sékassé a exhorté les jeunes à l'auto-emploi pour créer de la richesse, car selon lui, s'il n'y a pas de sous-métier, il y a cependant des basses besognes à éviter pour ne pas tomber dans les mains des extrémistes de tous bords. Il a souligné les efforts consentis par les plus hautes autorités togolaises pour mettre en place des mécanismes innovants et des institutions pour accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Il a invité les jeunes de Sékassé et de ses environs à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité pour contribuer à la prévention de l'extrémisme violent dans leurs localités respectives. La tenue de ces assises a été possible grâce à l'accompagnement de l'Union européenne. Burkina Faso, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, le phénomène est trop bien connu de tous dans l'espace EDAO. Question ce soir, à quel indicateur reconnaît-on un extrémiste violent? Comment prévenir donc le fléau? Des questions, éléments de réponse dans ce document de Jassimna Bakar. Nous sommes ici à la frontière nord du Togo à Sékassé. Les échanges économiques et le brassage interculturel sont des réalités au quotidien. Mais face à la menace terroriste qui sévit dans la sous-région ouest africaine et surtout au sud du Burkina Faso, la zone est identifiée comme à risque. Mais en réalité, c'est l'ensemble du pays qui est en alerte. La porosité des frontières et la libre circulation des personnes et des biens imposent une vigilance accrue. D'où la nécessité de connaître les indicateurs de l'extrémisme violent. Nous pouvons citer les prêches violentes de certaines religions. Nous avons des problèmes sociaux tels que les problèmes fonciers, et les problèmes de transhumance. Dans un milieu, lorsque nous constatons que ces problèmes sont fréquents, ça devait nous faire réfléchir par rapport à ça. Il faut partir de l'observation. Dans votre milieu, vous êtes là et à un moment donné, si vous constatez des mouvements inhabituels, des mouvements suspects de certaines personnes, c'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais vous les voyez de façon brusque comme ça dans votre milieu, et bon, vous ne savez pas le but pour lequel il est arrivé, ça devait vous interpeller par rapport à sa présence dans votre milieu et voir s'il faut alerter les autorités locales du milieu. Une fois qu'un cas suspect est détecté, il est demandé à chaque citoyen où qu'il se trouve sur le territoire national d'alerter le plus rapidement possible les autorités locales avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque vous constatez que dans votre milieu, il y a une personne suspecte sur qui les gens peuvent se baser pour semer la terreur dans votre milieu, vous devez le dénoncer. Lorsque vous constatez la présence d'un braqueur dans votre milieu, vous devez avoir ce que nous appelons l'alerte précoce. Vous devez alerter l'autorité locale pour qu'elle puisse prendre soin de lui. Avec les forces de l'ordre et de sécurité, et ils vont pouvoir le maîtriser. La meilleure défense reste la prévention. Voilà pourquoi des actions de sensibilisation sont préconisées pour prévenir le mal. Il faut aller à la base, montrer à nos populations que le problème de l'extrémisme violent est réel et que c'est proche de nos frontières. Donc, nous devons les éduquer à la citoyenneté, nous devons les éduquer à la veille, à la vigilance et sur l'alerte précoce. L'extrémisme violent, la cause principale, c'est la pauvreté et bon, le problème de sous-emploi. Et donc, pour éviter ça, il faudrait encourager les jeunes, au lieu d'attendre que l'État vienne leur donner du travail,
qu'ils se trouvent eux-mêmes du travail à travers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le gouvernement, l'État togolais a mis en place des mécanismes qui encouragent ou qui accompagnent les jeunes qui voudraient entreprendre. Des numéros verts gratuits et anonymes sont aussi disponibles pour alerter les services compétents de la police au 117, de la gendarmerie au 112 et des sapeurs-pompiers au 118. Il est également recommandé une franche collaboration entre les populations et les forces de l'ordre et de sécurité. Dans la foulée, cette autre question, comment les forces de l'ordre et de sécurité doivent-elles se comporter avec les populations civiles sur le terrain? Une causerie débat a réuni les deux parties. Qu'est-ce qu'on en retient concrètement? Yaspil Kodia pour les précisions. Le ministère en charge des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République et ses partenaires ont initié cette rencontre d'échange et de sensibilisation des forces de l'ordre pour qu'elles puissent se familiariser davantage avec les notions des droits de l'homme, le respect des valeurs démocratiques et la paix. À travers cette réunion, on insistera davantage sur la nécessité pour les forces de l'ordre de prendre en compte les aspects liés aux droits de l'homme dans leur intervention pour permettre une meilleure protection des citoyens et un meilleur encadrement des libertés dans notre pays. Pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, cette conférence débat est en étroite harmonie avec la politique d'apaisement et de la cohésion sociale menée par le gouvernement en vue de la sécurisation et le bien-être de la population. La pratique des formes les plus radicales et violentes de contestation politique et des tentatives de remise en cause de l'autorité de l'État ont conduit à mettre en mal les efforts du gouvernement en faveur de l'apaisement et de la cohésion nationale. C'est dans ce contexte difficile et donc très délicat que nos personnels sont appelés à agir pour maintenir l'ordre et la sécurité au quotidien, parfois au prix de leur propre vie. Mais je reste profondément persuadé que l'ordre n'est pas l'ennemi de la liberté, car l'un ne peut aller sans l'autre. D'ailleurs, l'article 49 de notre Constitution fait de la protection du libre exercice des droits et libertés et de la sécurité des citoyens et de leurs biens une mission fondamentale des forces de sécurité, traduisant ainsi le besoin de concilier en toutes circonstances ces deux impératifs. La rencontre entend contribuer au renforcement des capacités des forces de l'ordre et de la sécurité dans le cadre de la protection des droits de l'homme et de la consolidation de la paix au Togo. Le titre 2 de la Constitution de notre pays est consacré aux droits, libertés et devoirs des citoyens. Il y a donc deux grandes missions. La première, assurer le libre exercice des libertés et des droits des citoyens, et ensuite d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La première mission des forces de sécurité, c'est d'abord l'exercice des libertés et des droits. Mais alors c'est intéressant parce que cet article dit d'abord l'objectif, c'est d'assurer la sécurité, la liberté de jouissance des droits, et deuxièmement évoque les moyens, et les moyens c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Il est nécessaire de trouver les moyens qui sont la sécurité des personnes et des biens. Il me semble que quand on le voit de cette manière, naturellement on ne voit pas les forces de l'ordre comme des personnes antidémocratiques, anti-droits de l'homme. Ce sont eux qui font les droits de l'homme. Ce sont eux qui nous donnent le cadre d'exercice des droits de l'homme. Je voudrais simplement appeler votre attention sur la nécessité de ne pas percevoir les droits de l'homme et la mission de sécurité comme antagonistes. Et de ne pas voir dans les forces de l'ordre et de sécurité les anti-libertés. C'est d'abord eux qui les garantissent. Mais ensuite, eux-mêmes sont créanciers des droits. À terme, il s'agit de faciliter la bonne collaboration entre les forces de l'ordre et la population civile. La peste porcine fait-elle ravage au Togo? La rumeur enfle sur les réseaux sociaux. La rédaction de la télévision togolaise a voulu en avoir le cœur net. Elle a approché ce matin la direction de l'élevage. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition, si tout va bien, sur le sujet qui est en préparation. Qu'en est-il de la lutte contre les chenilles légionnaires? Ça reste aussi une menace pour nos agriculteurs. La FAO vient au secours. L'organisme initie une session de formation de 2 jours. On fait le point avec Epouissala. Comme la culture du maïs, la chenille légionnaire d'automne attaque environ 80 espèces végétales.
On la reconnaît surtout pour sa capacité destructrice des plantations. Conséquence, la perte des productions agricoles, ce qui influe négativement sur la sécurité alimentaire. La FAO met en place une nouvelle méthode pour lutter contre le ravageur au Togo. Méthode partagée ici avec les agents vulgarisateurs et des producteurs leaders de la région maritime en vue de son appropriation. La FAO a mis en place, grâce à l'intelligence artificielle, un outil logiciel qui permet à partir des smartphones de scanner une plante et de détecter s'il y a une chenille ou pas. Donc l'objectif de cet atelier, c'est d'apporter la connaissance nécessaire aux agents de l'État afin que sur le terrain, ils puissent dépister facilement la chenille et envoyer l'information à la cellule qui gère la chenille légionnaire. Depuis l'apparition de ce ravageur au Togo en 2016, le gouvernement ne cesse de multiplier des initiatives pour soutenir les agriculteurs. Et aujourd'hui, les résultats le prouvent, le pays est sur la bonne voie. L'État a inscrit ça dans son budget et a acheté les produits, les appareils de traitement et les équipements de protection individuelle que nous avons mis dans toutes les directions régionales et pour intervenir en cas d'urgence. Et disons que cette aide aussi n'a pas pu couvrir tous les ménages. Il y a toujours des efforts à faire. En 2016, quand la chenille est apparue, comme c'est la première fois, tout le monde était quand même sur le qui-vive, inquiet. Mais 3 ans après, on peut dire que les efforts permettent quand même de limiter les dégâts et surtout lorsque le maïs parvient à un cycle de végétation qui le permet d'être robuste. Cette rencontre de Théviers se tient simultanément avec celle de Kara. Elle sera organisée dans les différentes régions du pays pour permettre à tous ceux qui sont impliqués dans le combat contre la chenille légionnaire d'atteindre leur objectif. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire au Togo poursuit sa campagne d'achat de céréales. Elle était à Pessi, dans l'Est-Boro, où 50 tonnes de maïs ont été achetées pour un montant total de 8 millions de francs CFA. L'opération est destinée à encourager nos producteurs agricoles. Sylvain Rapoudou. Des graines de maïs bien vannées pour leur mise en sac en vue de leur livraison. Plus de 300 tonnes de maïs blanc ont été produits par ces exploitants agricoles, membres du groupement Midaison de Kpessi dans l'Est Mono. L'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, vient d'enlever 50 tonnes, ce qui a permis à ce groupement d'écouler une partie de sa production. Un achat évalué à 8 millions de francs CFA est viré dans le compte bancaire de ce groupement agricole. Que nous attendons depuis fort longtemps. Et nous voilà aujourd'hui devant le fait accompli. Nous avons des sacs que nous avons déposés devant le magasin. L'argent va commencer par rentrer dans nos poches. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que au début, avant qu'on ne commence par nous parler de cet achat, on nous a demandé d'aller ouvrir un compte à la banque. Et c'est ce qui a été fait par la population. Nous avons ouvert notre compte à la banque Ora, banque Agné. Et c'est après avoir viré l'argent, on nous a demandé maintenant de faire sortir les sacs. Et puis aujourd'hui, nous avons commencé par opérer ces achats. On a 300 tonnes, mais aujourd'hui, ils veulent nous prélever au moins 50 tonnes. Et dans l'avenir, ils vont prendre le reste. Nous remercions sincèrement notre président de la République, son Excellence Fort et Sosina Nyasingbe, par rapport à l'AS2 de PMD qu'il est en train de mener avec nous. L'opération effectuée par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire permet de constituer le stock de sécurité, mais aussi entretenir les producteurs sur les nouvelles donnes et sur les bonnes pratiques agricoles en phase avec le plan national de développement PND. Cette sensibilisation est essentiellement axée sur la bancarisation. Nous avons profité de l'occasion pour leur expliquer comment il faut tenir les documents comptables, notamment la facture, d'autant plus que quand on est en affaires, il faut ces documents-là afin de pouvoir avoir des crédits à la banque. Nous les avons dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes pour les exportations.
tout producteur qui veut exporter son produit est libre de l'exporter, mais les qualités, les normes de qualité, ils doivent les respecter. Nous les avons aussi exhortés à diversifier leurs produits, à diversifier, de ne pas se camper seulement sur le maïs. Aujourd'hui, il est question pour les producteurs d'être des entrepreneurs. L'engagement du gouvernement est de soutenir à travers ce mécanisme les paysans dans leur dynamique de production pour accroître leur rendement, mais aussi de se constituer en coopérative agricole pour bénéficier des initiatives et opportunités de l'État en matière de crédit. Et depuis hier, nous évoquions ce camp de jeunes filles à Kara, encouragées à embrasser davantage les filières scientifiques. Elles ne sont en effet pas beaucoup dans ces filières. Pourquoi ? Eh bien, nous reviendrons sur les explications dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, il semble désormais prêt, pour le marché de l'emploi. Près de 300 jeunes pensionnaires de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI ont reçu leur diplôme de licence et de master. La cérémonie, Sitio Petengue Lucassi nous raconte tout. Ils sont désormais aptes à faire régner la justice partout où besoin sera. Ces diplômés en licence et master en droit à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat, ISDI, disposent des armes et connaissances nécessaires et adaptées au marché de l'emploi. La culture de l'excellence, de la réussite et de l'exigence de la qualité leur sont inculquées. Des ressources humaines de plus au service du développement. Ouais, je crois que les connaissances acquises m'aideront aujourd'hui dans mon cabinet d'avocat. Les conflits sont fréquents en matière de passation de marché, en matière de délégation de services publics, et nous pouvons continuer par donner des avis sur ces mécanismes juridiques-là qui servent à entretenir des relations entre le secteur public et le secteur privé. La formation que nous avons reçue n'est pas seulement une formation théorique, mais qui est aussi axée sur le domaine de l'emploi, avec des expériences pratiques que nous avons eu à faire déjà au niveau de certains opérateurs économiques. Je peux faire valoir mes capacités d'abord par rapport aux compétences que j'ai pu avoir dans mon cursus, et surtout le fait d'avoir fait le droit public me permet de montrer que c'est une branche prometteuse. En 5 ans d'existence, cet institut a travaillé à une éducation de qualité et noué des partenariats au bénéfice des étudiants. C'est une école en peu de temps qui a fait son chemin et qui sort déjà les premiers diplômés. Et donc vous avez vu aujourd'hui, c'est à près de 300 étudiants qui reçoivent leur diplôme. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont poursuivi avec le diplôme de ISDI leurs études en France. Certains en master spécialisé, d'autres font du droit privé fondamental. Cet engagement de l'ISDI en faveur de l'excellence et a contribué à former des cadres compétents pour le Togo est salué par le ministre en charge de l'enseignement technique et de l'insertion professionnelle. La cérémonie de ce jour nous permet une fois encore de faire le point sur notre engagement réel en faveur de l'excellence afin de contribuer au développement de notre cher pays. Le choix du président Gervais Djondo comme parrain des promotions que nous célébrons n'est pas anodin. Il me semble qu'il est en bonne intelligence avec notre option pour le travail dans l'excellence et la qualité. La cérémonie est marquée d'une solennité. L'ouvrage L'Afrique d'abord du président d'honneur de l'ISDI, Gervais Kofi Djondo, a été présenté. Personnalité exceptionnelle, au parcours hors pair, l'octogénaire démontre une fois de plus sa vision panafricaniste à travers cet ouvrage paru aux éditions Présence d'Afrique en cette année 2019. Allez, du football pour refermer cette édition aux anciennes gloires du football. C'est Massi reconnaissant ces figures qui avaient donné tant de joie aux supporters du club et aux amoureux du ballon rond ont reçu en retour de la reconnaissance. Désiré Aloy nous raconte leur célébration. Le football a l'honneur à Tchaoudjo, un moment solennel pour honorer les uns et les autres les acteurs de football. Soirée festive autour du 11e président du club, Essowavana Adoyi.
Les anciennes gloires de Semassi Football Club rehaussé. Ils ont par le passé marqué le club qui a vibré et propulsé le football togolais sur le plan national et international. Parmi les nominés au cours de cette soirée de gala, le capitaine Issa Sakibou, le monument Agoro Faras, Madjedje Sowavana et les autres, 11 au total. Nous avons voulu retourner à nos sources, histoire de renouer avec les anciens pour tisser notre nouvelle corde au bout de cette ancienne corde. Donc voilà un peu ce qui est aujourd'hui l'élan que le commerce de Semassi est en train de prendre pour donner à ce club un nouvel élan. Nous allons essayer de leur donner un coup de main. Ce que nous on a vu, on va essayer de leur montrer ça. Bon, et peut-être que ça peut marcher s'ils arrivent à capter nos conseils. Au niveau de la nouvelle génération, on retrouve Afo Seydou, Isaka Seydou, Didiego, Ouro Diobo, Akilou et les autres. Vraiment, je suis très content de se retrouver les anciens, les nouveaux, la nouvelle direction et l'initiative. Nous sommes fiers de nous retrouver avec un regret de ceux qui nous ont quittés. Pour les jeunes, la première des choses, c'est d'être simple, jouer simplement, ne pas chercher à copier les joueurs d'autres joueurs, parce que chaque joueur a sa capacité et ce qu'il peut faire. Entre autres, à titre posthume, Akondo Esofa, Amouzogan Ekwe, Boukari Derman, Agadazi Boukenibou. Semassi, dans les années 80 et 90, a fait des exploits, chose à reconquérir pour rimer avec l'ambition des anciens. Le club de Tchaoudjo vit il y a presque 40 ans, 1970-2019, une grande première pour souffler une dynamique. Pour que le nom guerrier de Tchaoudjo rayonne, il a fallu le dévouement de ces anciennes gloires qui méritent aujourd'hui cette reconnaissance, une émulation pour susciter et cultiver l'excellence. C'est une école, ce que nous on a vu cette soirée, c'est une école, une grande même école, de bien travailler plus que, mieux faire que ce qu'ils avaient fait par le passé. Moment d'honneur, moment aussi pour inviter les gloires à apporter leur expertise pour la cause commune des guerriers de Tchaoudjo. Franchement, aujourd'hui, nous, au niveau de notre comité exécutif, nous avons pensé qu'il faut célébrer ceux-là qui nous avaient permis d'avoir un grand plaisir dans le football, au niveau de Tchaoudjo et au niveau de tout le Togo, pourquoi pas au niveau international. Et ça nous a été d'un grand plaisir de retrouver le capitaine Issa Sakibou, les bons joueurs comme Madjedje Sowavana, les frères Issoa Zena, les Agoro et consorts, ce soir pour célébrer les temps les plus mémoraux que nous avons connus avec ces joueurs. Le dernier championnat n'a pas été glorieux pour Semassi de Sokodé. Au niveau de commerce, nous avons pris la décision de faire en sorte que une qualification ne tarde pas. Et pour pouvoir arriver à cette fin, nous sommes dit qu'il faut quand même essayer de raviver les flammes de Semassi de Sokodé. Moment propice pour davantage mettre ensemble les acteurs de football de Semassi de Sokodé. Favoriser une bonne cohésion, la solidarité, la paix pour mieux faire. Le club de Semassi à la dernière saison a fini 10e. Aujourd'hui, une nouvelle page pour les guerriers de Tchaoudjo s'ouvre. Longue vie au club et bonne chance aux jeunes appelés à marcher dans les pas des anciens pour des victoires éclatantes et effacer la dernière page noire du club. Voilà, car cela retienne les anciennes gloires panthéonisées à Semassi Football Club. Ce communiqué pour refermer cette édition, il est porté à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale et que la date de clôture de dépôt des dossiers initialement fixés au 16 août est reportée au vendredi 30 août 2019 à 17h. Les dates des épreuves écrites fixées au jeudi 12 septembre 2019 restent inchangées. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans le Vaud et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.